Eh, 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 it's okay. Huh. Eh, eh. De parti, comme ce fut le cas au Parti socialiste. Il y avait des écoles de partis, formelles ou non formelles, ceux de ma génération qui ont pendant longtemps été des militants de la gauche, avaient pour principale occupation la lecture. Non seulement la lecture, mais aussi des débats intenses, des nuits entières pour refaire le monde, mais le refaire avec une certaine culture du monde, avec une certaine formation théorique et pratique qui fait que les débats que nous avions à l'époque étaient quand même d'une certaine richesse. Nos aînés aussi. Il est donc important que le Sénégal retrouve non plus le sens des débats stériles où on bande les muscles. Je vois tout à l'heure en venant dans les journaux un jeune ministre, et non des moindres, qui tient un langage qui n'est même pas digne d'un charretier à l'endroit d'un certain nombre de personnalités qui viennent d'être élues. Je pense que le moment aujourd'hui, c'est le moment de la sérénité. La campagne est terminée. Le moment de féliciter les uns et les autres, de se congratuler et surtout le moment de se demander mais pourquoi nous avons eu tel résultat. Pourquoi? Avec la débauche de moyens. Parce que nous savons quand même regarder le nombre de 4x4 peintes aux couleurs de la majorité, les kilomètres de tissus qui ont été et se retrouver par exemple dans une ville comme Dakar, à avoir des élus qui sont portés à l'Assemblée nationale par 114 000 voix, pour une ville qui est réputée contenir 3 millions de personnes. Je pense qu'il faut que les gens commencent à nous respecter, à respecter l'intelligence des citoyens et à ne pas verser dans des discours qui ne sont plus d'époque. Alors, puisque nous parlons de la campagne, nous revenons justement sur ce qui s'est passé, cette violence inouïe qui a marqué cette campagne durant 21 jours. Disons, les Sénégalais, particulièrement les Dakarois, en ont beaucoup souffert. Les Dakarois en ont souffert. C'est le signe aussi, c'est un signe majeur du fait qu'il y a une césure entre le peuple et les élites politiques. Il y a une rupture qu'il va falloir analyser. Le discours politique n'a plus de sens pour les citoyens. Nous étions dans notre quiétude pendant 21 jours, des cortèges avec des décibels outranciers ont sillonné nos quartiers, ont déstabilisé nos familles en les divisant en pro-tel contre un pro-tel, sur des discours pour la majorité indigents, parce que la plupart n'avaient qu'un discours insultant pour l'adversaire et non un discours de proposition qui est attendu des leaders politiques. Ce qui a fait que le public des uns et des autres, qui lui est sous-informé, a versé dans des actes de violence. Nous avons vu ce qui s'est passé à Grand Yoff, nous avons vu ce qui s'est passé à Rufisque, nous avons vu, tout le monde a essayé de jouer sur la peur, sur le registre de la peur, de la menace. Et ça, le peuple, lui, était dans son coin. Ce ne sont pas les quelques farfelus qui courent à gauche, à droite, qui sont représentatifs de ce que le peuple sénégalais est. Le peuple sénégalais a, dans les chaumières, des gens de raison, des gens raisonnables, qui ont écouté. Si on voit justement la percée de ceux qui n'étaient pas attendus, ceux qui ont constitué, disons, la surprise de ces élections. Le message est clair, hein? Le message est clair. Les paradigmes de l'action politique et publique au Sénégal doivent être revisités. Nous nous tuons à le dire et à l'écrire, mais comme je le disais à un de vos collègues, nous sommes considérés comme des illuminés, marginaux. Certains parmi mes amis politiques, que j'en ai beaucoup, j'en compte dans tous les rangs, arrivent parfois à me dire « Oh, vous savez, vous êtes des intellectuels ». Quand ils vous disent « vous êtes des intellectuels », ça veut dire que vous êtes inoffensifs. Ça veut dire que vous êtes inoffensifs, vos avis, parlez. Nous, on va s'arranger pour se retrouver à l'Assemblée nationale, à nous les 4x4, à nous les... Mais bon, comme si c'était le but d'une vie. Nous avons un pays... Ou même de la politique. Ou même de la politique. Moi, je voudrais dire une chose. Nous avons un pays à construire. Ce pays, par une grâce de Dieu, va devenir riche dans les prochaines années. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que nous choisissions le destin de nos enfants.
nous pouvons leur construire un destin comme celui du Qatar ou de Dubaï. Ou nous pouvons leur construire un destin comme celui du Gabon ou de Brazzaville. Il y a un choix à faire. Ce choix doit être le choix des élites qui doivent, en toute responsabilité, analyser quels sont les moyens que nous aurons, à quelle priorité nous devons affecter ces moyens-là. Au Qatar, par exemple, vous avez la Qatar Foundation for Education, qui finance l'éducation, qui permet aux gens d'acquérir des savoirs un peu partout dans le monde et qui met les gens dans des conditions d'excellence. Aujourd'hui, nous devons travailler sur ces problématiques-là, au lieu que certains, dans les coulisses, fassent tout pour s'enrichir illicitement ou enrichir illicitement leur famille. Cela est inacceptable et je pense que l'enjeu des joutes politiques à venir, c'est de voir clair dans nos ressources et de voir clair dans l'affectation des moyens que le Sénégal a désormais pour être un grand pays. Si nous ne le faisons pas, nous allons courir le risque de devenir un petit Irak, très riche, mais dont la population ne profite de rien. Il y a des gens dans le monde qui sont prêts à mettre le feu et le sang dans un pays, surtout qui n'est pas le leur, juste pour profiter de sa richesse. Ou au Nigeria, où l'on passe le temps à trouver des pipelines, parce que ne bénéficions pas justement des retombées du pétrole. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas l'éducation nécessaire aux populations, pour leur montrer qu'il est vraiment dérisoire d'aller trouver un pipeline, alors qu'on peut bénéficier des retombées à un niveau macroéconomique de la richesse de son pays. Donc le Sénégal est un grand pays. Le Sénégal a un peuple d'une grande sagesse. C'est ma perception et à chaque élection, on le voit, on le dit. Mais après l'élection, au lieu de tirer profit de cette sagesse-là et d'en faire un vecteur de développement collectif, les politiciens vont aller à l'Assemblée nationale, discuter leurs 4x4, discuter leurs millions qu'ils vont se partager tout le monde et oublier complètement le message qui leur a été délivré. Il arrivera un moment où ce peuple se révoltera. Justement, pour ne pas arriver à ces niveaux de réaction épidermique qui pourraient être suscités par, comme je vous l'ai dit, les troisièmes larrons qui veulent saisir Maître Ali Boron, il faut que les élites se retrouvent. J'ai entendu le ministre des Finances, Amadou Ba, appeler à la sérénité à Dakar. Je pense que voilà les comportements qu'il faut avoir. Les comportements qu'il faut avoir, c'est de tenir aux gens un discours d'apaisement, un discours d'écoute, un discours responsable. Les élections sont terminées. Même le président Macky Sall devrait pouvoir appeler le président Abdoulaye Wade, qui est aujourd'hui présenté comme le chef de l'opposition, à calmer le jeu et à ce que tout le monde retrouve la sérénité. Nous avons décidé d'être un pays dit démocratique. Je le mets tout le temps entre guillemets d'ailleurs. Mais enfin, puisque nous voulons être un pays démocratique, soyons-le jusqu'au bout. Ça veut dire qu'ayons une culture démocratique. Nous prétendons être un peuple civilisé. Ayons des relations civilisées. Si l'opposition a utilisé toutes les voies de recours, toutes les voies de droit de recours, l'opposition doit retrouver la sérénité. Et aujourd'hui, se regrouper, créer un groupe ou des groupes parlementaires, je ne sais pas quel sera le ratio qu'il faut pour ça, mais en tout cas, avoir à l'Assemblée nationale un espace de travail et de prise en charge des préoccupations des Sénégalais. On n'attend pas d'eux. Une grande coalition est annoncée entre Manko, Ouattou et bien d'autres partis et mouvements. Ils vont faire enfin ce qu'ils auraient dû faire avant. Et je pense que la leçon à tirer... C'est le moment des regrets. Oui, c'est le moment des regrets, Madame Gomme. Ça veut dire que, voilà, le peuple vous a dit, si vous étiez unis, aujourd'hui vous aviez gagné. Vous auriez eu la majorité et peut-être que vous auriez eu la cohabitation que vous annonciez. Ce qui veut dire, encore une fois, que le peuple sénégalais est mûr. Il faut que les hommes politiques soient à la hauteur de ce peuple magnifique et essayent de nous surprendre et de nous faire rêver. On n'attend pas vraiment des joutes qui alimentent justement les dérives qu'on a notées sur les réseaux sociaux. Parce que quand vous avez dans vos troupes des personnes à l'intelligence moyenne, voire négative,
quand ils vous entendent insinuer un certain nombre de choses, ils les prennent en charge au niveau où leur intelligence leur permet de les prendre. Et c'est ce qui fait que nous avons vu ce qui s'est passé, ce qu'on a vu. Mais moi, je dis aux Sénégalais, moi, je ne suis pas ému par ces dérives parce qu'elles ne sont pas représentatives de mon pays. Mon pays est grand, mon peuple a une grande maturité, mon pays a des ressorts intérieurs qui vont surprendre ceux qui jouent avec ces choses-là. D'accord. On reviendra justement sur ce phénomène qui semble quand même dépasser nos frontières. Mais nous terminons rapidement avec les législatives. Pour le cas de Dakar, vous pensez qu'il illustre parfaitement la maladie de notre démocratie représentative, piégée selon toujours vous dans un mode de scrutin qui défie le bon sens. Qu'est-ce que vous voulez exactement pointer du doigt Je veux dire, le Raw Gadou qui fait que la liste qui obtient le plus de voix engrange tous les postes disponibles. Sur Dakar, Benno Bokk Yakaar arrive en tête avec 114 et quelques mille voix. Là, l'opposition, les voix cumulées de l'opposition font 181 000. Je n'ai pris d'ailleurs que Manko. Et il y a Benno 114 000, il y a Manko et Taxawu et Wattu. Quand on cumule les résultats avec ceux de PUR, nous avons 181 000 voix et une voix. 181 000, c'est supérieur à 114 000. Et pourtant, ils n'ont aucun député. Ça veut dire que le mode de scrutin, il faut le revoir. Il faut une dose de proportionnel quelque part. Il faut aussi, à mon sens, trouver, en tout cas, les voies et les moyens que l'élection traduise ce que disent les urnes. Parce qu'il est quand même particulièrement étonnant que les 7 députés qui vont aller à l'Assemblée nationale ne sont pas élus par la majorité des Dakarois. Premier point. Deuxième point, 114 000 voix à Dakar pour le pouvoir, 181 000 voix, donc tout ça dans un mouchoir d'à peu près 200-300 000 personnes. Pour une ville comme Dakar, qui est la capitale, où il y a presque 3 millions d'habitants, il y a un problème. Il faut que nous voyions qu'est-ce qui est à la base de ce taux de participation très bas. Ce taux de participation très bas, il peut s'expliquer d'une part par la difficulté que les gens ont eu d'accéder à leur pièce d'identité, mais d'autre part par une désaffection de la chose politique. Les gens ne sont plus intéressés, pour la plupart, à perdre leur temps à arbitrer des jeux politiques dont le discours est indigent et dont le projet n'est pas visible. D'où les forts taux d'abstention. Et parce que c'est au fur... Il faudrait que des chercheurs fassent le travail dans le temps. C'est-à-dire que nous regardions, nous sommes un pays jeune. Cette année, pour ces législatives, quand même, il y a eu un léger mieux par rapport aux dernières. 2012, par exemple, on était autour de 30 et quelques. Oui. Là, on est arrivé à 50 et poussières. Donc, il y a un léger mieux. Mais est-ce que il y a un léger mieux. La participation des indépendants n'explique pas en quelque sorte? Il y a un léger mieux qui peut s'expliquer d'une part par l'arrivée de nouveaux acteurs sur la scène, mais qui pourrait aussi s'expliquer par l'arrivée de nouveaux électeurs sur la scène. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés, qui viennent d'avoir l'âge de voter, et la curiosité aidant, ces jeunes-là se sont précipités. Et d'ailleurs, certes, la majorité d'entre eux ont été frustrés. Moi, j'ai entendu à la télévision des choses qui m'ont vraiment fait frémir. Un jeune qui arrivait, qui disait « Mais moi, je dois voter, j'ai le droit de voter. » On en a vu, et pathétique, hein. Et j'ai le droit de voter, je veux voter, et on me prive de mon droit, et c'est pas juste. Et c'était très simplement dit, mais ça reflétait en profondeur une tragique frustration existentielle. Légèreté dans l'organisation aussi. Selon certains, d'ailleurs, c'est des élections aussi mal organisées. Le Sénégal n'en a jamais connu. Ça, je pense que je le partage. Le jour des élections, ça doit être une fête. Ça tombe un dimanche, les gens sont de bonne humeur, tout le monde doit se lever tranquillement, aller au bureau de vote, faire la queue, discuter avec les concitoyens qu'on ne voit pas souvent, aller faire son droit et rentrer chez soi. C'est comme ça que les Sénégalais le voient. Les politiques, eux, voient ça comme une foire d'empoigne. Non, nous sommes désolés. Nous voulons juste que le matériel soit à temps, au lieu dit, que nous ayons les pièces qui nous permettent de faire ce qu'il y a à faire, et que chacun fasse son devoir. Une fois que nous avons fait notre devoir,
à charge pour l'autorité judiciaire d'arbitrer et de délivrer le verdict des urnes. Et puis on s'en va jusqu'à la prochaine élection. Beaucoup de Sénégalais pensent que justement ces résultats-là, vous l'avez dit tantôt d'ailleurs, ne reflètent pas ce que les Sénégalais ont voulu dire à travers leur vote. Alors, est-ce qu'on peut comprendre par là peut-être que les résultats ont été préfabriqués, comme le dit si bien Jean-Paul Diaz? Oui. Moi, je ne verse pas dans le discours très extrémiste, extrémiste qui veut dire parce que bon, je ne. Il y a manipulation à un certain niveau. Il y a D'ailleurs, eu. Ce qui a étonné, c'est que les uns et les autres se retrouvent avec des chiffres différents, parce que tous sont sortis, les mandataires, les représentants de ça de c'est la un problème. Sénat, Ça c'est un problème. de l'autorité préfectorale, Ça, sont tous c'est- sortis des bureaux avec les mêmes chiffres normalement. Ça c'est un Alors, gros, comment ça se c'est un fait-il gros aujourd'hui? souci. Oui, Ça c'est un oui. gros souci. Même ce matin, en regardant les titres, certains de vos collègues ont annoncé il y a 2 jours 165 députés pour la majorité. C'est ça. Ce matin, on se réveille avec 125 députés. Par ailleurs, en écoutant les résultats au fur et à mesure le jour même du vote, parce que les résultats sont annoncés sur toutes les radios, Dès 19 heures. on avait le sentiment, avant minuit, que le pouvoir était dans une position extrêmement difficile. À 3 heures du matin, la tendance a été inversée, notamment à Dakar. Et on se demande comment, d'ailleurs, et ça, jusqu'à présent, c'est une question, comment une conférence de presse peut se tenir à 3 heures du matin. Il y a quand même des heures syndicales dans ce pays-là. Il y a les journalistes eux-mêmes auraient dû refuser de participer à une conférence de presse à 3 heures du matin. Au milieu de la nuit. Voilà des Nous, questions. Réumi, nous n'avons pas pris part à cette conférence. Je m'en doute. Mais je veux dire, ça pose des interrogations. La diversité aussi ou la différence des résultats proclamés par les uns et par les autres pose problème. Mais moi, à partir du moment où la justice, autrement dit la cour d'appel, a reçu tous les procès-verbaux et a proclamé des résultats, personnellement, quel que soit mon sentiment intérieur, je me dis, je vis dans un pays qui se dit démocratique, nous avons des institutions que je dois respecter. Les résultats ont été proclamés. Quelle que soit ma frustration et ma douleur, je trouverai des voies et des moyens de l'exprimer et de me faire entendre. Et ça veut dire, à mon sens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les députés qui viennent d'être élus, notamment ceux de l'opposition, ont une responsabilité de prolonger au Parlement la bataille avec intelligence, avec savoir-faire. Ils ont le devoir de revenir vers le peuple le plus souvent possible pour indiquer les difficultés, pointer du doigt les goulots d'étranglement. Ils doivent animer des conférences dans les universités, dans les écoles. Mais il ne faut pas simplement qu'ils se disent, nous sommes députés, c'est plié, nous allons à l'Assemblée. S'ils ne le font pas, ils peuvent s'attendre à aller à la Mais, retraite. comme je vous l'ai dit, Effectivement, parce que le peuple a déjà envoyé... comme un je vous l'ai message dit, le peuple a envoyé son signal. Mais d'autre part, comme je vous l'ai dit, les phénomènes nouveaux des réseaux sociaux utilisés positivement permettent aux gens de s'exprimer et de partager leurs idées. Et je pense que la plupart des personnes comme moi qui ont choisi de ne pas faire de la politique au sens de briguer un mandat électif ont une responsabilité de partager leurs idées, d'animer l'espace public par la participation à des débats, pour peu que les médias... Aujourd'hui, nous avons, la possibilité d'être invités sur les médias privés, mais les médias publics nous snobent. Vous n'entendrez jamais vous êtes toujours les bienvenus. Vous n'entendez jamais la RTS inviter certaines personnes. Je ne plaide pas pour ma chapelle, mais il y a beaucoup d'acteurs publics, des chroniqueurs qui écrivent ici, qui écrivent à l'étranger, et qui ne sont pas politiques au sens, en tout cas, qui ne sont pas du côté du pouvoir, parce que c'est ça finalement qu'on peut nous reprocher, c'est d'être critique à l'endroit du pouvoir. Or, c'est le rôle des citoyens d'être des vigies pour dire que ceci va bien, ceci ne va pas bien. Mais ils seront surpris le jour où on verra quelque chose de bien fait par le pouvoir, bien on le dira. Si vous venez de nous rejoindre, amis auditeurs, vous suivez le Grand Oral sur Réumi FM et nous recevons avec un grand plaisir l'ancien ministre et écrivain Amadou Tidjane Ouone. Alors, on en parle justement, les dérapages sur les réseaux sociaux qui font floraison depuis quelque temps. Entre hier et avant-hier, on a eu 2 arrestations, notamment l'artiste Ami Collèdien et Pendaba, une militante de la PR. Cela repose justement le débat
de l'éducation ou de la formation au sein des partis politiques, le procureur donc a sorti un communiqué pour justement avertir. Est-ce qu'à votre avis, avant d'analyser ce phénomène, ces arrestations sont la solution? Elles ne sont pas la solution, mais c'est une étape dans la prise en charge de ces dérives. Ça ne règle pas le problème, mais ça met le holà. Or, il est nécessaire de mettre le holà, surtout quand un certain nombre de legs sacrés de nos ancêtres sont touchés. En plus, il s'agit de discours indigents, inintelligents, bêtes et méchants, qui ne devraient pas être diffusés. Mais puisque les réseaux sociaux offrent un espace de non-droit où chacun peut s'autoriser à dire n'importe quoi et à le partager de manière presque planétaire, il faut quand même que notre petite nation se donne les moyens de préserver son identité, de conserver une certaine intégrité à un certain nombre de choses. Moi, j'ai écouté tout ce qui a été dit. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les hommes politiques, aujourd'hui, devraient faire une déclaration commune pour déplorer les phénomènes que l'on a observés. Ce n'est pas parce que c'est le président Macky Sall qu'on a insulté, ce n'est pas parce que c'est le président Macky Sall qu'on a insulté que les autres ne doivent pas se sentir concernés. Chacun peut être insulté et c'est lorsque il y aura une entente sacrée entre non seulement tous les acteurs politiques, mais tous les citoyens épris de paix et de justice dans ce pays, que ces phénomènes-là pourront être circonscrits. Parce que le farfelu, s'il sait qu'il n'est pas écouté, il va se taire ou il va passer à autre chose. Mais tant qu'il y aura pour lui la possibilité de satisfaire tel ou tel milieu par son écoute, parce que les deux croient bien faire plaisir à certaines personnes. Sinon, ces personnes-là ne se seraient pas aventurées sur ces terrains glissants. Alors, le délit d'offense au chef de l'État, pour lequel beaucoup sont arrêtés aussi, est controversé. On en parle, certains sont d'accord, d'autres pensent que c'est contraire à la démocratie. Personnellement, le délit, en l'occurrence, moi, je me sens offensé. Je ne suis pas le chef de l'État, mais je me sens offensé et je pense qu'il faudrait que les gens aient le courage de dire « nous nous sentons tous offensés par les propos qui ont été délivrés par les deux dames collectivement. C'est la même offense qui piétine nos valeurs, qui engage ou qui veut engager notre pays dans des sentiments qui sont presque inhumains. Alors, je le dis, je me sens solidaire de l'offense qui est faite au chef de l'État. Pour autant, je pense qu'il faut aller plus au fond, c'est-à-dire qu'il y ait collectivement une réaction pour que le débat dans notre pays soit élevé et apuré d'un certain nombre de considérations. Le discours de Mme Dieng qui s'adresse au chef de l'État, c'est vraiment une offense au ras des caniveaux. À une autre époque, j'aurais même dit on lui donne une bonne fessée et on tourne la page. Parce que ça ne mérite pas non seulement toute l'attention, mais la mobilisation de notre police, de notre arsenal. Elle mérite une fessée, un point, un trait, et on tourne la page. Mais bon, on est dans un pays où des avocats vont sûrement trouver matière à travailler. Personnellement, je ne suis pas de ce monde-là et je considère que les Sénégalais, les vrais Sénégalais, ne sont pas de ce monde où on insulte. Moi, je reste 5 ans, 6 ans sans entendre quelqu'un insulter. Alors, maintenant, si ces insultes vous trouvent jusque devant votre ordinateur ou sur votre WhatsApp parce que vous n'avez pas de moyen de filtrer, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai quitté les réseaux sociaux. Et pourtant, j'y ai une clientèle. Parce que sur Facebook, j'ai plus de 5000 amis et plus de 7000 followers. Ça fait quand même une clientèle. Mais j'ai quitté 2 mois avant les élections, j'ai désactivé tous mes comptes parce que je voulais être tranquille, être serein, ne pas être intoxiqué par des gens qui, parce qu'ils ont pris un verre de trop, veulent être des prophètes ou des messies. Donc on
somme, ces affaires-là ne méritent pas ces arrestations, ces gardes à vue, ces emprisonnements. Elles méritent une bonne fessée, à mon sens, et je le dis à la radio, on avance. je pense, et on avance. Et maintenant, il faut traiter cette question à fond. Éduquer les gens, qu'ils comprennent que les réseaux sociaux, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour s'éduquer. C'est une opportunité pour maintenir ses relations avec des gens que l'on ne peut pas voir tout le temps. C'est une opportunité pour partager, pour commercer, faire du commerce. C'est une opportunité pour voyager en restant chez soi, connaître des gens un peu partout dans le monde, échanger avec eux, connaître leurs traditions. C'est une opportunité formidable. Vivre la mondialisation. C'est une opportunité formidable, les réseaux sociaux. Mais sous nos tropiques, et ça j'ai remarqué, je vous assure que je disais à mes enfants, quand on était au Canada, j'avais un compte Facebook. Ce compte Facebook vous dirige, parce que ce sont des algorithmes mathématiques qui vous dirigent vers un certain nombre de sites ou un certain nombre de pistes dont la machine a déjà calculé vos centres d'intérêt. Mais les centres d'intérêt vers lesquels, quand vous avez un compte Facebook, vous êtes dans un pays développé, vers les centres d'intérêt vers lesquels ça vous dirige, ce n'est pas la même chose que les centres d'intérêt vers lesquels vous dirige Facebook Afrique ou Facebook Sénégal. Et ça, c'est des enjeux qu'il faudrait que nos ingénieurs étudient. Parce qu'il y a, comme dans le monde, une tentation, encore une fois, après avoir parqué l'Afrique du point de vue économique dans une zone, c'est d'utiliser le numérique pour encore mieux nous parquer, contrôler nos intelligences et les mettre dans une espèce de réserve qui fasse que nous ne soyons pas justement initiés aux choses du monde tel qu'il fonctionne. C'est les enjeux colossaux. Le gouvernement, les acteurs politiques doivent prendre conscience de ces choses-là. On nous accuse justement d'avoir un problème civilisationnel. On reviendra justement sur ça. Mais on parle très rapidement, puisqu'on parle d'avancement de votre roman Vitchian. Il avance beaucoup. Il est terminé. Il est toujours difficile de faire un troisième roman parce qu'on a toujours le souvenir des deux autres. Oui. Mais je crois que j'ai fini et je devrais pouvoir le mettre sur le terrain dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il nous dira, Vitchian? Alors non, je vous l'avais déjà dit il y a quelque temps, la dernière fois que je suis venu chez vous, je m'étais mis dans la tête d'un personnage qui a été dans le coma et qui, au sortir du coma, entendait ce que les chiens disent. Il entend ce que les chiens disent. Et il a vécu pendant quelques mois en entendant les chiens parler des humains. Comprenant leur langage. Comprenant leur langage et parler des humains. Et on serait surpris de savoir ce que les chiens pensent de nous. Parce que on dit souvent d'un chien, il est avec son maître. Or, il arrive souvent que ce soit le chien qui est le maître de l'humain. Dans la mesure où moi, j'étais parti, c'était en hiver au Canada, j'ai observé un monsieur en presque moins 40 être obligé de sortir son chien pour qu'il fasse ses besoins. Et j'ai dit, mais qui est le maître? Et c'est de ça que je suis parti pour broder. J'espère que le moment venu, les gens apprécieront. On aura l'occasion d'en parler très largement. Alors, nous abordons le dérive qui ne voulait plus du CFA à changer de monnaie. Ceux qui veulent garder cette monnaie-là à ne plus faire de critiques, disons, à la fermer. Alors, vous pensez qu'il devrait répondre, il devrait réagir? Mais j'avais interpellé les chefs d'État parce que, bon, moi, je n'ai pas la qualité ni la stature pour répondre à Emmanuel Macron. C'est un chef d'État qui s'est adressé à des chefs d'État. J'ai donc demandé au chef quel est le chef d'État qui va quand même répondre à Emmanuel Macron. Vous pensez aussi que c'est leur comportement qui permet un peu à Macron de s'adresser à eux de cette façon, de parler si mal? J'estime que M. Macron, président de la République française, parle à la hauteur où il met ses interlocuteurs. Il considère que ceux-là ne peuvent pas lui répondre sur le franc CFA. Il considère que ceux-là ne peuvent pas lui répondre sur les enjeux de civilisation qu'il insinue. Oui. Et donc, il se permet un certain nombre de libertés. Ce qui lui est demandé, c'est de gérer la France, de sortir la France de ces millions de chômeurs. Ce qui est attendu de lui, c'est de redonner à la France la dignité d'une république
que nous avons connues, autrement plus regardantes sur l'intelligence humaine. Alors j'ai, à mon petit niveau, rappelé à M. Macron que la civilisation n'est pas le monopole de l'Occident, que nous sommes un continent qui a déjà apporté au monde des civilisations dont on parle jusqu'à présent, malgré leur dépérissement. Et que le dépérissement d'une civilisation, c'est le processus normal de toutes les civilisations. Et je lui demande si on n'assiste pas, par son avènement, au dépérissement, voire à la décadence de la civilisation occidentale, dont il est un des derniers produits. Et M. Macron n'a pas de leçon à nous donner. Il n'a pas, à son âge, à prétendre critiquer un monde si vieux. J'avais fait, il y a quelques mois aussi, un autre papier dans lequel je disais un si vieux monde dirigé par des enfants. Parce que nous, qui sommes les fils aînés de la Terre, sur ce continent, malgré notre pauvreté apparente, et encore, c'est eux qui nous qualifient de pauvres. Oui. Le problème que nous avons, c'est que nous y croyons. Voilà. Nous l'acceptons, nous y croyons. Nous, nos élites sont là sur les plateaux à dire oui, la pauvreté de l'Afrique, les objectifs du développement. Ils sortent des clichés, des choses, au lieu que nous nous regardions tels que nous sommes. Moi, j'estime que nous sommes un pays riche. J'estime, au-delà des ressources financières, notre richesse humaine est extraordinaire. Parce qu'avec le peu que nous avons, nous le partageons. Nous essayons, en tout cas, de garder la dignité qu'il faut pour ne pas sombrer dans des cataclysmes ou dans des choses comme ça. Regardons. Et quand il se prononce sur la démographie aussi, on a mais écoutez, oui. Il ne sait pas de quoi il parle puisqu'il n'a pas d'enfant. Et il devrait se préoccuper de lui-même, se préoccuper de la France. Moi je suis d'une famille de 9 enfants, né d'une famille de 9 enfants. Nous en avons perdu 2, nous restons 7. Mais je vous assure que quand je regarde mes frères et sœurs, je ne peux m'en passer d'aucun. Nous sommes une famille heureuse. Combien de familles de 30 enfants existent ici? Et j'en connais. Des familles polygames, où il y a 30 enfants, où il y a 4 épouses, et où le bonheur de se retrouver autour d'un bol est incroyable. Ce bonheur-là, il n'a pas de prix. Mais M. Macron ne connaît pas ce bonheur-là. Et il faudrait qu'il nous écoute un peu. Et puis qu'il nous regarde autrement. Vous savez, l'Occident a une vision arithmétique de la vie. Aujourd'hui, regardez le débat sur les ressources naturelles du monde. Pour eux, ils ont calculé, les ressources sont finies. Or, nous sommes dans des aires géographiques et des aires culturelles et des aires spirituelles où nous pensons qu'il y a un créateur qui est infini, qui peut amener des ressources. Qui croyait il y a 30 ans qu'il y aurait du pétrole au Sénégal? Eh bien, il y en a maintenant. C'est que nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. D'où ça vient? On ne sait pas d'où ça vient. Et retrouvons notre spiritualité. Retrouvons nos convictions ancestrales. Nous sommes des optimistes qui misons sur la capacité du divin à surprendre, à dérouter, à créer tous les jours. Nous ne sommes pas dans des visions étriquées qui consistent à dire oui, nous avons sondé là, il y a tant de poissons, dans quelques temps il y aura plus de poissons. C'est comme ces histoires d'accord de Paris, COP21, etc. On a embarqué nos élites, nos cadres, ils ont tous pris l'avion, ils ont passé quelques jours à Paris. Ce sommet-là a coûté je ne sais combien de millions d'euros pour nous dire quoi? Que la planète est en danger parce que nous avons fait ci. Mais la planète est en danger parce que nous considérons qu'il faut sortir Dieu de cette affaire-là. Or, moi, je suis de ceux qui pensent très humblement que Dieu est au cœur de ces choses-là, qu'il faut lui redonner ses droits et ses privilèges. Et à ce moment-là, il fera pour nous ce que nous espérons. Merci Amadou Tidiane Wane, c'est la fin de ce grand oral. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Nous sommes rattrapés par le temps. Je vous laisse rapidement conclure. Écoutez, je prie pour notre pays qui est béni, qui a, à mon sens, et je le vis tous les jours, comme je le rappelais dans une radio, nous, à notre jeunesse, nous étions des soi-disant marxistes, qui nions tout, notamment la toute-puissance divine. À 60 et quelques années, nous en sommes revenus. J'exhorte nos concitoyens à retrouver le sens de l'humilité, de l'écoute et du partage. Mais ce pays est un grand pays et j'adjure les hommes politiques à ne pas, par leur jeu partisan, casser une si belle machine qui a traversé autant de siècles.
Merci infiniment. C'était le Grand Oral sur Rewmi FM. Amis auditeurs, merci d'avoir été parmi nous. Merci aussi à Ibrahima Ndoye pour la partie technique, à Néné Ngom pour le café de l'invité. J'espère que délicieux bon. Café, je reviens demain si vous voulez. D'accord, il n'y a pas de souci, vous êtes toujours bienvenus. Merci à Cher Thiam et Mamadou Ndiaye pour la caméra et les photos. Justement, cette émission, vous pouvez la regarder sur rewmi.com en vidéo et sur Rewmi FM. Elle sera rediffusée lundi à 18h. Vous l'aurez aussi dans Rewmi Quotidien, donc dans l'apparition de lundi prochain. C'était Fatou Thiam Ngom dans ce micro et ça a été un plaisir de vous servir. Je vous retrouve samedi prochain avec un autre invité pour un autre grand oral. Merci aussi à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité. Passez un excellent week-end. It's okay.